Est-ce que vous comprenez quelque chose au classement de la PTO? Si la réponse est non, prenez place, attrapez un paquet de popcorn et attachez votre ceinture parce qu'il va falloir s'accrocher pour y voir clair. Sauf si vous avez fait une coupure avec les réseaux sociaux ces dernières semaines, vous savez certainement que ce week-end se courait le challenge Daytona, ou plutôt le Clash Daytona comme il a été rebaptisé. Et pendant que je regardais ça hier soir, j'étais en même temps sur mon téléphone en train d'essayer de voir quel était le classement actuel de la PTO, mais surtout d'essayer de comprendre comment justement ce classement était fait. Alors si vous checkez le site de la PTO, vous voyez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on a chez les femmes Lucy Charles-Barclay en première position, suivie de Danielle Arif et Laura Phillips, et chacune a 107,65, 107,7 et 106,36 points respectivement. Et chez les hommes, on a Gustav Iden, Jan Frodeno et Lionel Sanders avec respectivement 109,62 points, 102,82 points et 99,5 points pour Lionel Sanders. Je sais, c'est super impressionnant. Et en gros, ce ranking va permettre à la PTO de distribuer les 2 millions de dollars qui sont en jeu cette année de manière égale entre hommes et femmes, et ce en fonction de leur position dans le classement, donc a priori de leur mérite en course durant l'année concernée. Et ça part clairement d'une très bonne initiative qui permet aux triathlètes professionnels de dépendre un peu moins de leurs sponsors et de leurs primes gagnées en fonction des résultats en course. D'ailleurs, je vous remets un lien vers une vidéo où je parlais de combien pouvait gagner un triathlète professionnel. Alors déjà, il faut savoir que le classement de la PTO prend en considération les courses au-delà de la distance olympique, et ce jusqu'à la distance Ironman. Ensuite, à l'heure actuelle, ce sont essentiellement les courses organisées par Challenge Family, par Ironman, par la World Triathlon, mais uniquement pour les courses où le drafting n'est pas autorisé, et également les courses organisées par certains autres organisateurs indépendants, mais uniquement sous condition que certaines conditions en fait soient respectées. Et alors, quelles sont ces conditions? Il n'y en a pas 50, ça reste relativement simple. Tout d'abord, il faut que la course en question dispose d'une catégorie spécifique pour les professionnels. Ensuite, la course doit répartir plus de 10 000 dollars en termes de dotation en cash, et cette répartition doit être réalisée de manière égale entre hommes et femmes. Donc chaque professionnel qui dispose d'une licence pro valable et qui est également membre de la PTO et qui participe à des courses qui remplissent les critères que je viens de vous énumérer, peut, en fonction de son résultat, gagner des points pour avancer dans le classement PTO. Et ce classement sera fonction pour chaque athlète de la moyenne des 3 meilleurs résultats réalisés en course durant la période considérée justement pour ce classement, qui correspond plus ou moins, mais pas exactement, à l'année civile. Par exemple, pour cette année, je crois que le classement a commencé à courir à partir du 1er décembre 2020 et sera arrêté fin décembre 2021, donc un peu plus d'un an. En prenant un exemple, le premier homme, donc Gustav Iden, on voit qu'il a pris 111,34 points lors de la Collins Cup, 110,18 lors des championnats du monde 70.3 à Saint George et 107,33 lors de son premier Ironman en Floride au mois de novembre dernier. Donc jusque là tout va bien. Si un mec fait 3 bons résultats et un moins bon, seuls les 3 premiers compteront pour son classement. Mais après, et c'est là que ça devient un peu plus complexe, on ne va pas avoir un nombre de points fixe attribué à chaque athlète en fonction de son classement, comme Ironman avait l'habitude de le faire de mémoire jusqu'en 2017. Et en fait là c'était très simple, peu importe la course, quand tu terminais premier, deuxième ou troisième, que ce soit à Nice, à Lanzarote, à Cozumel, peu importe, tu repartais avec le même nombre de points. Et bien ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec la PTO et on peut aller voir ça sur leur site où ils expliquent comment le ranking fonctionne. Et la première chose que l'on voit ici, c'est que les points qui seront attribués à chaque athlète vont dépendre de leur temps de course et non pas du classement dans la course ni du niveau des autres athlètes présents. Et alors là, la PTO utilise le concept de Ideal Time Measurement qui leur permet, sur la base d'une analyse des temps réalisés, j'imagine sur les années précédentes, sur une course donnée, même si sur ce point-là, je n'ai pas réussi à trouver davantage de précision, donc de déterminer un temps idéal, c'est comme ça qu'ils l'appellent, que le meilleur athlète, en gros, devra donc atteindre durant la course. Et visiblement, ils ont également utilisé un algorithme qui va modifier ce temps idéal en fonction des conditions de course, comme un courant favorable, le vent, la chaleur, je ne sais pas quoi d'autre, peut-être le dénivelé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes ne connaissent pas ce temps idéal lorsqu'ils commencent la course.
Et donc, les points attribués à chaque athlète vont dépendre de la performance par rapport à ce temps idéal. S'il parvient à terminer la course en égalant ce temps idéal, il recevra 100 points et ensuite, il y aura un point supplémentaire attribué pour chaque amélioration de ce temps de 0,15%. Et pareil, si le temps est moins rapide, chaque 0,15% en dessous du temps idéal fera que l'athlète perdra un point par rapport aux 100 points de départ. Vous suivez toujours ? Moi j'ai du mal. Hein. La PTO est d'ailleurs bien sympa parce qu'il nous donne un exemple en prenant Challenge Roth que je vous mets là. Donc on avait un temps idéal pour les hommes de 7h45 et 8h38 pour les femmes. Et donc sur ce tableau, on voit que l'athlète qui a fait le mieux en fait que le temps idéal dans sa catégorie a pris plus de 100 points, alors que tous les autres ont pris moins de points parce que tout simplement ils n'ont pas réussi à matcher ce temps idéal. Alors très clairement, je pense que l'initiative de la PTO est très bonne parce qu'elle permet à des athlètes d'avoir tout de même un certain support financier dans un sport qui, au final, il n'est pas encore au niveau des autres sports plus populaires en termes de rémunération des athlètes professionnels. Après, sur le plan du classement lui-même, si on regarde de manière assez objective, chez les hommes avec Gustav Iden, Frodeno, Sanders, Sam Lang, Patrick Lang, on voit que le classement il fonctionne car clairement, il n'y en a pas un qui ne devrait pas se trouver là, et c'est à peu près pareil chez les femmes. Mais si on regarde un peu plus dans les détails, on voit qu'il y a parfois des dysfonctionnements, comme par exemple pendant l'Ironman 70.3 à Elsinore, qui avait été remporté par Lucy Charles, qui d'ailleurs avait explosé le record de l'épreuve, mais elle n'avait pas fait mieux que le temps idéal estimé par la PTO, et du coup elle n'avait remporté que 97,21 points. Et pareil, en regardant les points de Gustav Iden, on voit que sa victoire sur la Collins Cup avec un parcours bien plus court et quand même, on va pas se mentir, généralement plus facile, lui a rapporté plus de points que sa victoire sur l'Ironman de Floride, alors qu'il est tombé 6 minutes en dessous du temps idéal en Floride contre 3 minutes lors de la Collins Cup. Donc bon, clairement, on va pas se mentir, il y a des choses qui sont quand même un peu cheloues, et encore plus lorsque l'on voit que les points attribués sur les 70.3 ou même les courses plus courtes comme la Collins Cup permettent de gagner autant de points que sur un Ironman. Donc peut-être que faire une petite séparation entre le type de course en fonction de la distance aurait déjà un peu de sens, avec plus de points attribués pour une distance full que sur un 70.3, et pareil, moins de points sur une distance de type Collins Cup, et peut-être aussi attribuer un nombre de points fixe en fonction du classement à l'arrivée, et non pas en fonction du temps réalisé par rapport à un temps théorique, ce qui éviterait peut-être de se retrouver avec des aberrations. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas et à la liker, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.